Bienvenue sur l'épisode 16 du Game pas Game podcast. Je voudrais te faire un avertissement avant d'aller plus loin. Dans cet épisode, on va parler d'anxiété. Alors, si c'est un sujet sensible pour toi, tu peux choisir d'arrêter ici, puis c'est bien correct. Cette semaine, je reçois Geneviève Terrien, thérapeute en relation d'aide. Cet épisode-là est un peu plus personnel parce que je travaille présentement avec Geneviève. Comme elle a une façon peu conventionnelle de parler de l'anxiété, je voulais la recevoir sur mon podcast. Puis j'espère bien que cet épisode-là va pouvoir t'aider à faire un prochain pas dans ta situation si tu vis de l'anxiété au quotidien. Mais avant de commencer l'écoute, je voudrais te faire une annonce importante. Quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on vit souvent de l'isolement, puis c'est pas tout le monde qui peut bien comprendre ce qu'on vit. Ou bien, on aimerait dépasser un certain stade, puis on sait pas trop comment s'y prendre. Si tu te reconnais dans cette situation, je t'invite à participer au programme Mindworking. C'est un programme d'accompagnement de groupe sur 6 mois qui va te permettre de connecter et de stimuler ton développement pro de manière créative. Si tu en as assez des offres de coaching conventionnelles, c'est le temps de venir voir ce que le programme Mindworking pourrait t'apporter. Pour toutes les infos, rends-toi sur mon site web lacanopy.com ou clique sur le lien dans les show notes. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Geneviève, bienvenue sur l'épisode. Hey, salut, ça fait vraiment plaisir d'être là. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne, je pense, en tout cas, je serais prête à affirmer que ce sujet-là concerne au moins 90% de mon audience, si ce n'est pas plus. Ah ouais, tant que ça, hein? Ouais, je pense que oui. Puis le fait d'en parler aujourd'hui, puis en tout cas, je ne dis pas tout de suite c'est quoi le sujet parce que je vais te laisser te présenter Mhm. avant, mais le fait qu'on en parle, j'espère aujourd'hui que ça va amener une nouvelle vision du sujet. Mhm. Donc, j'aimerais ça que tu te présentes déjà, Geneviève. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tu fais quoi? Bon, mais qu'est-ce que je fais? Je fais du coaching puis de la relation d'aide. Ça fait déjà 14 ans. Le coaching, c'est du coaching relationnel que je fais. Puis je me spécialise dans tout ce qui est anxiété, communication, conflit, l'estime de soi. Fait que, mon champ d'expertise est plus lié à la communication par l'anxiété. Hmm. Voilà. Donc, Ouais. aujourd'hui, vous voyez, vous avez eu le sujet en primeur. On va parler de l'anxiété. Ouais. L'anxiété sous toutes ses formes, ou en tout cas, presque peut-être. Là. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode-là, mais on verra. Il y a tellement de choses à dire sur l'anxiété, tu sais. Exact. Puis, avec qui tu travailles, en fait? C'est qui tes clients principaux? Ben, je travaille avec les adultes, mais je travaille aussi avec les parents. Donc, je fais du coaching parental, créer un lien d'attachement, le lien d'attachement sécurisant avec les enfants, parents-enfants, puis les couples aussi, beaucoup en résolution de conflits. Mhm. La communication, comment se parler, comment mieux s'écouter, comment verbaliser ses besoins, ses sentiments. Fait que ça, c'est ma clientèle. Ouais. OK. Puis, juste avant qu'on aille un peu plus loin là, avec, tu sais, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet là, de l'anxiété, moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur c'est quoi ton approche. Parce que là, on entend coaching, Hmm, là, tu sais, on entend coaching, tout le monde c'est peut vrai. s'auto-proclamer coach. Il n'y a pas Ouais. vraiment de légifération dans ce domaine-là. Ouais. Mais j'aimerais savoir pour qu'on sache d'où tu pars puis comment tu travailles, là, c'est quoi ton approche, en fait? Ben, c'est ça, tu as raison, parce que dans le fond, le coaching, le monde associe beaucoup à coaching de vie. Oui, Puis, effectivement, tu sais, il y a du coaching de vie, il y a du coaching professionnel, tu sais, oui. du coaching d'affaires. Mhm, Ce qu'on entend le plus. Moi, tu vois, c'est du coaching relationnel. mhm, Fait que, tu sais, j'ai fait du coaching professionnel, j'ai travaillé en entreprise, j'ai coaché des équipes, j'ai coaché des individus, des gens avec qui j'ai travaillé pour, par exemple, en recrutement, faire des entrevues, euh, les aider à donner leur plein potentiel auprès de leurs clients. Puis à un moment donné, ben, j'ai juste trouvé que, je sais pas, ça manquait un peu de nuances. C'était un peu stérile. Puis j'ai comme, pour mhm. moi, j'ai décidé de plonger un petit peu plus dans le coaching personnel, un peu plus proche de l'individu, ses besoins.
Puis à partir de là, ben, j'ai découvert vraiment que j'avais un peu plus ma place. Fait que j'ai commencé à travailler en bureau privé. Puis ben, j'ai développé mon expertise en relationnel. J'avais déjà un background en communication. Mhm. Je l'ai inclus là-dedans. Puis c'est ce qui m'a permis vraiment là, de comme peaufiner mon approche. Fait aujourd'hui, ben, l'aspect relationnel, l'accompagnement relationnel, ben, je te dirais la relation à soi, Mhm. mais la relation aux autres aussi. C'est Mhm. comment on deal avec nous-mêmes, notre propre relation, ça part de là. Oui, Puis tout à après ça, fait. ben, comment on est avec les autres, notre conjoint, notre conjointe, nos amis, les gens avec qui on travaille. Fait que, tu sais, c'est large, là. Fait que, Oui. c'est Ben, ça. d'ailleurs, je pense qu'il y a 11 ans à peu près, c'est un peu grâce à toi que j'avais fait mon changement de carrière, en fait, parce que C'est vrai, hein? oui, oui, je t'avais contacté, puis on avait travaillé ensemble. Je pense que ça avait duré 2 mois, puis tu m'avais aidé là, à vraiment trouver où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais C'est faire d'autre vrai. comme Ça a été un carrière. gros revirement quand même. Ben, je te dirais que ça a été pas mal, un peu plus que 180. Là. Je ne suis pas bonne en calcul, là, mais entre 180 et 360, là, je ne saurais pas où le mettre. Là, mais Mais ça a l'air de bien fonctionner. Je pense ça fonctionne qu'aujourd'hui, bien. hein, Oui, ça ça fonctionne bien. fonctionne très C'est bien. ça. Voilà. Donc, et là, maintenant, tu travailles beaucoup avec des gens qui sont anxieux ou en fait parce que de ce que je comprends, c'est que l'anxiété va beaucoup avoir un impact sur notre communication avec les autres. Ouais, vraiment. Fait que je sais que toi, tu travailles beaucoup à ce qu'on soit capable de ne pas gérer l'anxiété, puis c'est là où ça devient super intéressant parce que ce qu'on entend, le discours qu'on entend, c'est Ouais, on est anxieux, c'est une fatalité, on doit ouais. vivre avec le restant de nos jours, on doit la gérer, cette anxiété-là. Oui, c'est ça. C'est comme s'il fallait, c'est comme si on était fait de même. Tu C'est sais, ça. on est anxieux, puis ben, il faut apprendre à vivre avec. Mhm. Tu sais, c'est vrai, je l'entends beaucoup moi aussi. Puis quelque part, tu sais, c'est correct de développer des trucs, des outils pour mieux vivre avec l'anxiété. Mais tu sais, si on va à la base, pour moi, l'anxiété, c'est quoi? Puis comment je travaille, on y va simplement, c'est de l'insécurité. Mhm. L'anxiété, Mais toi, tu dirais quoi? Mettons que je te pose la question. Tu dirais quoi? L'anxiété, tu le décrirais comment? Ben là, l'anxiété, en fait, tu sais, je vais le dire à nos 450 000 auditeurs là, en toute intimité. Je travaille avec toi, Geneviève, depuis environ 1 an et quelques. Donc, je suis un peu biaisée. Là. Je la connais, moi, ta définition de l'anxiété. Mhm, Mais avant de travailler avec toi, je t'aurais dit l'anxiété. Je ne savais pas trop démystifier ce qui était la différence entre le stress et l'anxiété. mhm, Et ben, premièrement, moi, je ne pensais pas que je faisais de l'anxiété. Alors déjà, c'est une chose, c'est de le c'est reconnaître. ça, hein? Mais je Ouais. ne me considérais pas comme quelqu'un d'anxieuse. Mais en réalité, oui, il s'avère que oui. Donc, ma définition de l'anxiété avant de te connaître, avant de travailler avec toi, c'était plutôt dans des situations précises où est-ce que je ressentais comme un stress ou je ne voulais pas passer à l'action, j'avais peur. Donc, tout ça, c'était mélangé, là. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est comme si les sensations de ton corps, quand tu sentais une tension, quand tu sentais un stress, pour toi, ben, ça voulait dire que tu étais anxieuse, c'est ça? Oui, c'est ça, OK. exactement. OK. Mais en même temps, c'était pas clair vraiment, c'était quoi C'était la pas clair, définition, puis hein? ça arrivait périodiquement. Tu sais, C'est c'était ça, dans des ouais. périodes précises, tu sais, puis c'était très délimité dans le temps, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. La croyance, les gens pensent que l'anxiété, bon, premièrement, ça va être à un certain moment. Oups, là, je me sens comme j'étouffe, j'ai une boule dans la gorge, j'ai de la misère à parler, j'ai le cœur qui bat vite. Ça y est, là, je fais de l'anxiété ou une crise d'angoisse. Mhm. Ce qui peut être le cas, effectivement. Ouais. Sauf qu'un état anxieux, on va dire ça comme ça, c'est pas nécessairement associé à la personnalité de quelqu'un, c'est Mhm. un état. Donc, ça veut dire que je me sens de même. Ben ça, cette insécurité-là, c'est quelque chose qui fait un peu, moi je dis souvent comme, tu ne te sens pas en sécurité dans ta maison. Tu Mhm. rentres Mhm. chez vous, mais tu ne sais pas trop tes choses sont où. On te demande, as-tu une couverture, mais je ne sais pas trop est où ma couverture, mais chez moi.
ça crée un stress, ça crée un inconfort, ça crée un malaise. Fait que, dans le fond, il y a comme quasiment un désir de ne pas inviter des gens parce que tu ne te sens pas en sécurité chez vous. Oui, Tu vois exact. l'image? Oui. Fait que le chez-soi, ben, c'est notre corps. Fait que ce qu'on vit à l'intérieur de notre corps, ben, on vit plein d'affaires. On vit des sensations. Justement, notre cœur qui bat plus vite, on a chaud, on peut avoir des tensions, on va vivre des sentiments. Donc, un sentiment de rejet, un sentiment d'incompréhension. On va vivre des émotions aussi. Donc, la tristesse, la peur. Fait que tout ça, ben, c'est dans notre corps. Puis si on n'est pas, premièrement, au courant de ce qu'on vit vraiment ou qu'on pense qu'on vit quelque chose, mais ce n'est pas ça, ben là, notre cerveau, il est tout mêlé. Il n'en veut plus les bons signaux. Là. Fait que le corps et l'esprit sont comme plus connectés ensemble. Fait que ça crée une insécurité, puis ça fait en sorte que, ben, vivre une émotion, vivre, ressentir quelque chose, c'est insécurisant. Parce que qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'en occupe de ça? C'est pas agréable. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent les gens vont dire des émotions négatives, des Oui. émotions positives. As-tu Oui. remarqué? Oui. C'est ça. Puis effectivement, tu sais, une émotion a toujours sa raison d'être. Ça ne peut pas être négatif ou positif, en fait, parce que c'est plus une émotion désagréable, une émotion agréable, peut-être. C'est ça, Mais exactement. ouais, Agréable, désagréable, adapté, pas ouais. adapté à la situation. Tu sais, si je traverse la rue puis une voiture qui s'en vient, puis ben, je me mets à courir, ben, j'ai peur, mais c'est adapté. C'est adapté à la situation. Exact. Puis c'est désagréable le sentiment que je vis. Tout à fait. Mais Mais c'est une chance que je nécessaire. le vis. C'est ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si tu ne le vivais pas, peut-être que tu resterais là à rien faire. Puis, je me fais frapper, puis je peux avancer. Fait que c'est Voilà. ça. L'idée, c'est vraiment de voir que des sentiments, puis l'anxiété, c'est correct d'en vivre. Mais justement, c'est de faire la différence entre l'anxiété qui va être adaptée à une situation. Je m'en vais en voyage. Je sais que dans ce pays-là, il y a la guerre, c'est difficile. Je suis une femme, je m'en vais là toute seule avec une amie. Ben, ça se peut que je vive de l'anxiété. C'est normal. Puis là, ben, peut-être que je vais avoir besoin d'outils, de trucs, de certaines méthodes pour réguler, pour gérer ces émotions-là, mais mon anxiété est vraiment liée à un contexte. Ouais. Ça fonctionne. Ouais. Tu vois la différence? Oui, oui, oui. Fait que toute cette insécurité-là qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, c'est une insécurité liée à des ressentis. Fait que je ne me sens pas en sécurité avec des choses que je peux vivre qui vont être désagréables et non pas nécessairement négatifs. C'est juste un signal d'alarme. Fait que si on se donne un exemple, je ne sais pas, moi, j'ai un client avec qui j'ai plus de difficultés, c'est moins fluide, là, ça passe un peu moins bien qu'avec les autres, disons. Ouais. Comment tu décrirais l'anxiété dans ce... Parce que moi, mon réflexe, ce serait d'éviter ce client-là en me disant, ben, je vais essayer de ne pas trop avoir d'interaction avec parce que c'est pas le fun. Ouais. Mais donc ça, c'est de l'anxiété, là. Ben, tu viens de le dire, tu as dit, c'est parce que c'est pas le fun. Ouais. As-tu vu? Puis souvent, c'est ça, les gens vont dire, je ne vais pas discuter avec cette personne ou je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas envie, parce que c'est pas le fun. Mais quand on y pense, est-ce que c'est vraiment parce que c'est pas le fun? Est-ce que vraiment on va éviter d'aller vers une personne parce que c'est pas le fun? Peut-être. Mais dans un contexte comme tu me le décris, c'est peut-être plus ce que ça va représenter d'être au contact de cette personne-là. Oui, ben tu sais, c'est ça. Cette personne-là, peut-être que, je ne sais pas, elle a tendance à parler bête ou elle est plus contrôlante ou elle n'est pas tellement à l'écoute. Bon, ça peut générer chez certaines personnes un stress. Ben oui. Stress, premièrement, tu sais, comme, oups, l'idée de parler à ce type de personne, ben moi, est-ce que je vais avoir ma place? Est-ce que je vais réussir à dire ce que je veux dire? Là, on embarque dans l'anxiété. Pourquoi on embarque dans l'anxiété? Ben là, c'est parce que c'est intéressant. ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on appréhende, en fait, les émotions désagréables qu'on va vivre à ce moment-là. Puis on ne sait pas trop comment gérer ça après ou comment agir dans ces contextes-là.
Ce qui fait des fois, on préfère éviter certaines interactions à cause de ça. Exact. Puis ça se fait comme, c'est vraiment un réflexe. Parce Mhm. que le Mhm. cerveau, il envoie un mode danger. Attention, ce type de personne-là, tu ne sauras pas comment Mhm. gérer ce que tu as à dire. Puis là, tu risques d'être en conflit avec toi-même parce que tu as des choses que tu veux dire ou des choses que tu veux présenter, mais par exemple, fausse croyance, la personne ne te laissera pas parler, la personne va te couper la parole, la personne va t'infantiliser. Là, souvent, ben, les scénarios qui viennent Ouais. sont mis comme si l'autre personne avait beaucoup, beaucoup de pouvoir, puis qu'elle pouvait faire en sorte que, mettons, tu ne te sentiras pas à la hauteur. Mm-mm. Tu ne seras plus capable de parler. Tu n'arriveras pas à livrer ce que tu avais préparé déjà depuis un bout de temps. Exact. Alors que c'est pas vrai. C'est Mais des c'est pas fausses nécessairement croyances. ça, parce que dans le fond, le fait d'échafauder ces scénarios-là catastrophes, ça fait qu'on les rend comme vrais, mais en réalité, ils sont pas encore vrais. C'est ça, exact. Mais c'est de leur accorder comme toute la place qui Oui, ont pas nécessairement, qui méritent pas d'avoir, là, dans le fond, ces scénarios-là. Là. ben, c'est parce que déjà, la croyance, c'est je suis en danger si je m'en vais Ouais. voir cette personne. Fait Mhm. qu'il y a deux choix. C'est de dire ah oui, c'est vrai, je ne serai pas capable. Fait en évitant, ben, à ce moment-là, ça envoie directement le message au cerveau, tu n'es pas Voilà. capable. T'es pas capable. Je C'est te l'avais ça. dit. Je te l'avais dit que tu Je te n'étais pas l'avais dit. capable. Tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas gérer ça. Mm-mm. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça augmente l'anxiété. Fait que c'est une En fait, ça roue, la nourrit. c'est un cercle vicieux dans le fond, là. C'est un cercle vicieux. Fait que l'évitement d'une situation, on pourrait se dire, ouais, mais il faut que je reconnaisse mes limites, c'est trop pour moi. C'est vrai, il faut Mhm. savoir reconnaître ses limites. Puis l'idée n'est pas d'aller vers des gens qui vont générer de l'anxiété 10 sur 10 dès le départ, mais c'est peut-être déjà de commencer par se rapprocher de gens qui, oups, peut-être ont des comportements ou des façons de parler qui peuvent être challengeantes, mais d'apprendre à développer une sécurité à l'intérieur de soi qui va, qui va permettre de se donner confiance, qui va Mhm. permettre à envoyer au cerveau un message de tu es capable, tu n'as pas besoin d'éviter. Puis si Mhm. la personne te coupe la parole, ben, tu peux lui dire excuse-moi, je comprends, puis je suis super intéressée à ce que tu as à me partager, mais est-ce que tu permets juste que je termine le point que j'étais en train de partager? Bon, alors tu vois, c'est là où la communication devient hyper pertinente pour contrer l'anxiété. Il Oui, faut se sentir en sécurité pour pouvoir dire à quelqu'un, ou mettre des limites en tout cas, oui, tout à fait. par rapport à une situation peut-être d'abus où l'autre personne va devenir envahissante ou va peut-être parler trop fort. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Puis, en fait, c'est une position super intéressante en termes de communication, là, ce que tu viens de dire, parce que ça revient à dire finalement que si quelqu'un t'envahit, c'est parce que tu lui laisses l'espace pour qu'elle le fasse. Absolument. Absolument. Puis c'est souvent ça, les gens vont souvent dire, oui, mais je vais me sentir prise. Oui, mais Ouais. comme si l'autre personne avait beaucoup de pouvoir, alors qu'au fond, en tant qu'adulte, on n'a pas le pouvoir d'être envahi par l'autre. Parce qu'on a la possibilité de dire stop. On Mhm. a la possibilité de dire, sais-tu quoi, présentement, l'échange qu'on a, je ne me sens pas super à l'aise, ou est-ce que ça va, est-ce que tu es correct? T'sais? Puis l'autre, souvent, ben oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis peut-être qu'on pourrait s'en reparler à un autre moment. De pouvoir prendre le temps d'installer les choses sans avoir peur Mhm. d'une réaction. Parce que s'il y a une réaction de l'autre côté, c'est correct. Mais en tant qu'adulte, on a tous la possibilité de dire ben, moi, ça ne me convient pas, puis je vais prendre un autre moment. Mhm. Mhm. Mais qu'est-ce que ça va représenter? Ben là, c'est là où la peur du jugement. Hein? C'est ça, hein? Tu me vois y venir. Oui, oui, ben oui, exact. Qu'est-ce que La l'autre va peur du penser de jugement. moi? C'est ça. Qu'est-ce que la personne, comment ça va teinter le reste de notre relation après? Euh, parce que ça ne veut pas dire que moi, j'agis de manière adaptée ou mature, que l'autre personne agit comme ça aussi.
Donc là, tu sais, c'est tout le temps cette crainte-là, des fois, de dire, ben, tu sais, moi, je veux bien mettre mes limites, mais comment l'autre va le prendre? Tu sais, mais après ça ne m'appartient pas, c'est comment l'autre va le prendre. Mais ça, c'est pas facile à Mais intégrer tout à parce fait. que dans le fond, On le on sait le très sait, cognitivement, là, mais quand tu es c'est dans la ça. relation, c'est pas facile. C'est pas facile de redonner à l'autre Non. ce qui lui appartient. Puis, tu sais, quand je dis ça, c'est de pouvoir dire, ben, moi, je suis une personne, puis l'autre en est une autre. Puis sa façon à elle de gérer ou de ne pas gérer ce qui se passe, Mhm. ben, je ne peux pas être responsable de ça dans la mesure où ben, j'exprime les choses de manière respectueuse, Mhm. j'exprime les choses de manière bienveillante. Ben, tu pourrais faire ça avec 10 personnes, puis les 10 personnes peuvent réagir complètement différemment. Ça voudrait Tout dire à que tu fait. serais responsable de la réaction de toutes ces personnes-là. Ben, ça fait pas de sens. Non, ça fait pas de sens. C'est Puis il y ça. avait, moi je me souviens aussi d'une fois où je t'avais parlé d'une situation puis où quelqu'un m'avait manqué de respect, puis que j'avais dit, ben là j'avais rien dit cette fois-là parce que c'était pas le temps. Puis là tu m'avais dit, mais quand est-ce que c'est le temps de te manquer de respect? C'est ça, exact. Non, mais Quand c'est est-ce que c'est exactement. le temps? C'est comme, OK, présentement, là, vas-y, manque-moi de respect, profite-en, là, parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus le faire. C'est correct, je l'accepte. Tu peux me manquer de respect. Tantôt, peut-être pas, mais là, oui. Fait Tu que sais? profite-en pendant que ça passe parce que tu vas voir à un moment donné que tu ne pourras plus. Tu sais, ça fait aucun sens, en fait. Fait que c'est le même Ben principe que non. de dire que tu ne peux pas être responsable de la réaction de ces 10 personnes-là, comme tu dis, là, Exact. quand on agit. Ouais. Puis c'est que le respect, je le dis souvent, c'est c'est non négociable. Mhm. Parce Mhm. que le respect de soi, il faut tout d'abord apprendre c'est quoi le respect de soi. Mhm. Puis à partir de là, ben, c'est sûr que quand tu permets à quelqu'un de dire des choses ou d'agir avec toi d'une certaine manière qui va contre, par exemple, tes valeurs, tes besoins, tu sais, le mot dénigrement, là, je remarque que les gens euh, le connaissent, c'est un mot Mhm. connu, mais qu'ils ne réalisent pas que c'est vécu très et trop souvent, autant dans la vie Mhm. personnelle que dans la vie professionnelle. Mhm. Mhm. Dénigrement, là, c'est très subtil. C'est une façon de juste rabaisser, de faire en sorte que l'autre personne va se sentir un peu défectueuse, pas à la hauteur. Il peut y avoir Inadéquate. même, exactement, puis ça peut même être dans le non-verbal. Fait que ça Mhm. peut être des soupirs, par exemple. Mhm. Ça peut être des hochements de tête, tu sais, en signe d'exaspération, en voulant dire qu'est-ce qu'elle dit là. Ça peut être de regarder son téléphone pendant que la personne parle. Tout à fait. Tu sais, ce sont des comportements qui démontrent à l'autre un grand manque de respect. Fait que dès qu'une personne accepte ça, ben, elle accepte donc, elle envoie un message, Oui, c'est correct, tu peux ne pas me respecter. Ça génère de l'anxiété. tout à Parce que, fait. encore une fois, le cerveau, ben, il ne peut pas dire, hey, tu es capable de prendre ta place, tu es capable de dire stop Mhm. à l'abus. Tu sais, je mets abus entre guillemets, mais Oui, je comprends. tu Oui, oui, comprends, mais ça reste un abus. à la minute où quelqu'un te manque de respect, c'est de l'abus, peu importe là, à quel degré ça l'est, mais ça en est, là. Absolument, absolument. Il faut juste démystifier c'est quoi. Souvent, les gens, c'est difficile de comprendre c'est quoi le respect, tu sais, vraiment le respect de soi. Il y a comme des paramètres. Puis souvent, ben, si on ne voit pas que c'est un manque de respect, ben on va l'accepter. Peut-être que quand on est dans la situation, ben en fait, je dis pas peut-être, là, parce que c'est ça probablement que ce qui arrive, c'est quand on est dans la situation, des fois, on détecte pas toujours ces moments-là de non-respect parce que, ben, soit que ça a été quelque chose qu'on a vécu à répétition, puis que pour nous, ça devient comme la norme, entre guillemets, Oui, ou, puis des fois, on réalise même pas que pour nous-mêmes, c'est un manque de respect envers exact. nous-mêmes. Mm. Mais c'est parce que c'est les références qui sont biaisées. Ouais. Tu sais, mettons, je fais une petite parenthèse. Tu sais, on parlait tantôt de l'insécurité, l'anxiété liée à l'insécurité. Ben, c'est quoi l'anxiété? Simplement, ben, tu sais, on va parler de peur, on va Mhm. parler d'appréhension. Mhm. Donc, on se fait des scénarios, on imagine souvent le pire. Oui, mais t'as coup que. Oui, mais Mhm. si je dis ça, et là, dans tout ça, il rentre la peur d'être jugé,
la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de déplaire, la peur d'être coupable, la Mhm. peur de ne pas être aimé. En tout cas, toutes ces peurs-là, on appelle ça des peurs émotionnelles. C'est Mhm. pas, c'est pas, hein, c'est pas une peur où tu es en danger physique. Non. Donc, quand on rentre cette peur, ce type de peur-là, avec des inquiétudes, avec bon, l'appréhension, des doutes, on est dans de l'anxiété. Alors, c'est très différent de juste de la peur. Mhm. Fait Mhm. que c'est une peur émotionnelle. Fait que ce sentiment-là d'insécurité qui est là tout le temps, puis qui fait que ton cerveau, il n'arrête pas. Puis là, ben, ouais, mais si je dis ça, mais si je fais ça, mais si je vais voir telle personne, c'est difficile de prévoir comment exactement l'autre va réagir, comment l'autre va répondre. Mhm. Puis souvent, le cerveau peut avoir des petits signaux qui vont dire, ouais, mais ce type de personne-là risque de mal réagir, mal le prendre. Fait qu'il y a comme tout de suite un mode protection. Fait que là, tantôt, on parlait, on évite, on n'y va Ouais. pas, ou ben on change de sujet, Mhm. Ou on est sur la ou défensive, peut-être on est aussi. sur la défensive, donc on va être plus en mode attaque. On Mhm. va être plus dans un mode de justification, Mhm. d'explication pour que l'autre comprenne bien notre point. Là, dans ce temps-là, là, c'est l'anxiété qui parle. Puis cette anxiété-là, comme on dit, c'est de l'insécurité avec des choses qu'on vit, des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ben, pensons que pour avoir moins d'insécurité, il faut développer plus de sécurité. C'est logique, hein, quand on y pense, si tu le mets de chaque côté d'une balance, là, Ben, ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Souvent, ben, je ne sais pas si tu remarques ça, mais on a tendance à voir l'anxiété, donc l'insécurité, comme quelque chose de tellement présent qu'on focus là-dessus. Il y a comme un focus qui est mis sur les éléments anxiogènes, les choses, les situations, les personnes. Et là, comment je fais pour m'en sortir de ça? Ouais. Pendant ce temps-là, le focus est donc mis sur l'insécurité et Mhm. non pas comment est-ce que je peux bâtir une sécurité intérieure? Comment Mhm. est-ce que je peux augmenter ma sécurité pour que mon insécurité diminue? Parce que c'est Si je mets... vraiment un est lié à l'autre directement, là. Je ne peux pas être sécure puis insécure en même temps, là. Ben non, c'est Ouais. ça. Tu sais, la sécurité intérieure, tu sais, comment tu as l'impression, toi, que le monde le voit? C'est quoi, ça serait quoi C'est avoir une une bonne question. sécurité intérieure? C'est une bonne question. En fait, je n'avais jamais pensé à ça, mais peut-être ce serait, par exemple, de dire, ah, ben moi, quand je suis seule, je me sens bien seule. Donc, je me sens en sécurité. Mais en OK? réalité, oui, probablement que c'est ça, sauf que dès que j'entre en relation avec quelqu'un, là, je sens moins de sécurité. Donc, je n'ai pas de sécurité intérieure. C'est ça. Ben oui. Ben, dans le fond, tu peux te sentir en sécurité, effectivement, tu es seul, mais tu n'es pas confronté. T'es Exactement, pas. tu sais, C'est ça. j'ai pas de stimuli, on dit stimuli hein, au singulier, ou en tout cas, je sais jamais le stimulus stimuli au singulier ou au Bon, pluriel. on va dire les deux. Bon, voilà, j'aime ça. Dès que j'ai pas de stimulus ou de stimuli externes, je peux me sentir en sécurité avec moi-même, mais c'est dès que je fais face à l'extérieur que là, c'est là que ça devient inconfortable ou confrontant. Absolument. Oui, c'est ça. Parce qu'au bout du compte, tu te retrouves devant une situation que tu ne peux pas nécessairement contrôler. Voilà. Puis l'anxiété, c'est aussi tout ce désir d'être en contrôle. C'est ça que j'étais pour t'amener là-dessus aussi parce C'est ça, il y a beaucoup cet effet de contrôle-là. Là. absolument, parce que le fait de te sentir en contrôle fait en sorte que tu as l'impression d'avoir du pouvoir. Mhm. Donc, tu sais comment ça va se passer, tu sais, en tout cas, tu as une bonne idée de l'autre va sûrement répondre ça, donc je vais répondre ça, il va se passer telle chose. Quand tu te retrouves sur un terrain peut-être un peu moins confortable, une zone hors confort, Mhm. ben là, c'est pas nécessairement possible de tout prévoir. Puis dès que tu es en relation, peu importe, on est tous comme ça, dès qu'on rentre en relation avec quelqu'un, on est beaucoup plus confronté Mhm. émotionnellement que si on reste tout seul. Effectivement, oui. Mhm. Donc, on ne sait pas comment l'autre va réagir cette journée-là ou comment ça l'échange sur un sujet. Donc, ça oblige à entrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, peut-être à vivre des émotions, des sensations désagréables.
Et c'est là que si les premières expériences vécues, puis on ne rentrera pas trop là-dedans, là, peut-être éventuellement, mais le, le- le premier contact de l'être humain, son premier contact avec quelqu'un d'autre, Mhm. c'est 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 les avec parents, oui. c'est les parents. Ouais. C'est les parents. Et son premier lien d'attachement, c'est avec ses parents. Mhm. Fait que comment ça va se passer? Comment l'enfant va vivre ça? Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui nous amènent à mieux comprendre l'anxiété dans la vie adulte, même très tôt chez l'enfant, Mhm. de plus en plus maintenant. Fait que aujourd'hui, ben, on comprend que la façon qu'une émotion peut avoir été vécue très, très tôt dans la vie, euh, ça laisse des marques. Mhm. Ça fait en sorte que si ben, un enfant, c'est l'exemple du chien, tu sais, que je dis souvent, euh, un enfant se fait mordre par un chien, ben, le réflexe, quand il va voir un chien, il va même changer de trottoir, ou même juste Mhm. un enfant, mais ça peut être un adulte. Physiquement, il va y avoir des tensions, le cœur va battre plus vite. Fait que ça va démontrer qu'il y a une grande anxiété. Cette anxiété-là, elle est normale parce qu'il y a eu un traumatisme. Il Ouais. s'est passé quelque chose qui a vraiment fait mal Mhm. physiquement. Sauf qu'il peut se passer la même chose, mais ça peut faire mal émotionnellement. Ouais, tout à fait. Et quand l'expérience a été vécue plus tôt, difficilement, des émotions ont été mal vécues, ben, c'est comme si ça laisse une empreinte dans le cerveau. Puis ça amène plus tard l'adulte à vivre ça d'une manière comme si c'était un danger. Mhm. Donc, Mhm. c'est là où il va y avoir évitement, on fuit, on ne veut pas aller là, il Grand faut se sentiment protéger. d'insécurité, en fait, là, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est Mhm. pour ça que rentrer en contact avec quelqu'un, ben, veut pas, c'est créer un lien. C'est d'aller vers l'autre. Puis quand tu Mhm. t'en vas vers l'autre, ben, tu as toujours un risque. Un risque Ouais. de ressentir des choses. Parce que c'est ça qui fait qu'on est vivant. On Mhm. est des êtres vivants parce qu'on ressent des choses. Quand on ne ressent plus, on est mort. Donc, le fait de Ou ressentir, on est mort par en dedans ou mort tout court, là, un des deux. c'est ça. Mais on ressent toujours, mais on n'est pas en contact peut-être avec ce qu'on ressent. Tu sais. Non, voilà. C'est ça. C'est ça. Fait au bout du compte, le fait de pouvoir être en contact avec les autres, c'est vrai, ça peut nous amener à vivre, à ressentir des choses désagréables, mais quand on prend conscience, OK, ça me met peut-être euh, face à des anxiétés, à des peurs, celle de ne pas être à la hauteur, celle de Mhm. ne pas être écoutée, de ne pas savoir quoi dire. Ah, tiens, je vis de l'anxiété. Je vais augmenter ma sécurité. Donc, pour augmenter la sécurité, ben, c'est de travailler à s'encourager, se motiver, se sécuriser, ben, c'est faire un peu comme on aurait eu besoin que notre parent en fasse, peut-être dans des Mhm. moments où on a eu peur. Mhm. Donc, l'histoire du chien que je disais tout à l'heure, ben, plus la personne va se rapprocher d'un chien, ben, moins elle va avoir peur. Et voir qu'à chaque fois, elle ne se fait pas mordre, en fait, là. Exactement. Puis que le Mhm. chien en question du passé, ben, ce n'est pas le même chien qui est là maintenant. Exact. Mhm. Donc, ça se peut qu'un profil, une personne au travail, génère un sentiment d'inquiétude, d'anxiété, justement, mais ça va être lié peut-être à une mauvaise expérience passée. Mhm. Alors, plus on s'approche de cette personne, plus on tente, on essaie, ben, plus on envoie à notre cerveau que ben, je suis Mhm. capable de parler. Si jamais je me sens mal à l'aise, je suis capable de dire, écoute, je me sens mal à l'aise. Ou si je ne comprends pas, je suis capable de dire, je ne comprends pas, est-ce que tu pourrais mieux m'expliquer? Ça va m'aider à comprendre. Euh, Fait que de développer ces outils-là, ça permet de créer une sécurité, puis ça aide à pouvoir être en relation, à être mieux en relation, se sentir mieux avec les autres aussi. Mhm. Puis ça me fait vraiment penser à quelque chose aussi, là, parce que quand tu parles, je fais un lien vraiment avec quand on est en entrepreneuriat puis qu'on doit vendre, Ouais. c'est la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs de vendre. Parce que, Mm. ben, on a des mauvaises conceptions de ce que c'est la vente, en fait, là, tu sais, qu'on passe pour des vendeurs de balayeuses.
Tu sais, dans le temps là, qui passait aux portes, là, Tellement. Oui, 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 ou vraiment. les encyclopédies, là, dépendamment de quelle année que tu es né. Mais, mais tu sais, la vente, c'est pas ça, en fait, c'est d'aider nos clients. Tu sais, comme, je veux dire, c'est parce que toi aussi, dans le fond, tu en fais de la vente en réalité. Je veux dire, tu vends tes services en tant que thérapeute en relation d'aide, mais je veux dire, moi, je te vois pas comme une vendeuse. Mais non, Parce mais que non. je veux dire, moi, pour moi, tu me vends rien, tu m'aides. Mais c'est Mhm. la même chose pour tous les entrepreneurs. Mais je pense que là, je fais un lien vraiment avec l'anxiété de vendre, parce que ça doit être de l'anxiété quand on a peur de vendre. Parce que c'est la peur de se faire dire non, la peur du jugement, la peur de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas ou quelque chose qu'on ne veut pas. C'est une bonne question. Oui, puis ça dépend aussi de la façon dont une personne va se sentir quand elle va le faire. Mhm. Parce que, tu sais, quand tu crois en ce que tu vends, tu partages, c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc, tu n'as pas besoin de penser au Voilà. regard de l'autre derrière ça. Mhm. Fait qu'à partir du moment où tu es en train de te faire des scénarios, imaginer ce que l'autre pourrait dire, penser, ou comment l'autre pourrait te voir, te percevoir, et donc peut-être pas t'aimer, et peut-être Mhm. donc pas vouloir travailler avec toi, ben, tu es en train de te mettre de côté, puis finalement, ben, tu t'empêches toi-même de pouvoir donner ton plein potentiel, puis t'empêches à l'autre personne de pouvoir recevoir peut-être quelque chose qui l'aiderait vraiment parce Mhm. que, parce que l'anxiété embarque. Fait que Voilà. ça peut effectivement être de l'anxiété. Fait que le fait d'augmenter notre sentiment de sécurité intérieure, ça peut nous aider éventuellement à mieux vendre nos services pour les Pas ça personnes. peut, ça Ça va. va. Ben oui, c'est clair. C'est C'est ça, sûr. C'est c'est sûr, c'est ça. sûr. Ben oui, c'est vrai. Exactement. Oui. Puis, tu sais, puis parce que le sentiment de sécurité, je sais que ça peut être flou pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi de se rappeler que cette petite voix-là, on l'a tous. Hein? Tu sais, la petite Mhm. voix qui juge, là, la petite Oui. voix qui. Bon, on a tous une petite voix à un moment donné qui dit des affaires, puis on se dit, ben voyons. Puis cette petite voix-là, ben, elle ne va pas nécessairement dans le bon sens. Fait Mhm. que, tu sais, cette petite voix-là, ben, est-ce qu'elle est construit? Est-ce que cette voix-là, elle nous pousse à nous valoriser, à nous sentir à la hauteur, à nous encourager, à nous réconforter? Généralement, non. Cette petite Mhm. voix-là, ben, elle nous rappelle comment on n'est pas capable. Les gens vont souvent dire ouais, mais je me sens tellement conne, ou je me sens tellement pas à la hauteur, ou encore c'est niaiseux ce que je vais dire ou ce que j'ai dit. Il y a Ah, ça, tout je l'entends dévalué. souvent. Tu J'entends l'entends, souvent. ça? Et là, je vais te Ouais. poser une question niaiseuse. Mais Oui. voyons, il n'y a pas de question niaiseuse. Si tu as Ben la non. question, c'est parce qu'elle est légitime, cette question-là, si elle est là, là. Ben oui. Puis c'est justement, tu vois, dans ce vocabulaire-là, cette Mhm. communication interne, la petite Mhm. voix Mhm. interne, c'est aussi ça qui va amener l'anxiété. Parce que si je me parle durement, si je me dis, bon, ah ouais, là, faut que je le fasse. Tu sais, dans le il faut que, Mhm. il y a vraiment quand même quelque chose de très autoritaire, très frontal. Euh, il y a une obligation. Oui. Puis si je ne le fais pas, ben, ça vient avec un sentiment de culpabilité. Il faut Mhm. le faire. Oui. Tandis que si on change ça pour quelque chose qui est plus, c'est important pour moi. J'ai envie de le faire parce que j'ai pas tellement envie de le faire, mais je sais que en le faisant, ça va me permettre de telle affaire. Mhm. À ce moment-là, on vient travailler la sécurité. Puis on vient transformer la petite voix qui est dure, qui juge, qui condamne, qui dit il faut faire ça, tu devrais faire ça, ou encore qui va ridiculiser parce que, Mhm. par exemple, euh, dans ta façon de dire les choses, tu considères que ça n'a pas été comme tu voulais, ou Mhm. que peut-être que les gens ont trouvé que ça avait l'air niaiseux. Cette petite voix-là, là, elle va venir encore plus accentuer là, la honte. Mhm. Ben, on la change vers quelque chose qui est plus bienveillant. Donc, on apprend à travailler avec, je vais te dire ça, l'auto-parentage. Mhm. Mhm. Donc, c'est vraiment la base de mon travail. Je me dis, on travaille la sécurité, ça veut dire qu'on va travailler la petite voix intérieure qui va, dans des moments où ça va être plus difficile, plus conflictuel à l'intérieur de soi, oups, apprendre à la faire intervenir, cette petite voix-là, donc ce parent-là en nous,
construire un parent bienveillant, réconfortant, rassurant pour pouvoir faire face à une situation difficile. Fait que plutôt que d'éviter, on va dire, c'est vrai que c'est dur, hein? Parce que peut-être qu'à l'époque, tu as vécu ça, puis tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir t'exprimer, ou on ne t'a pas donné l'opportunité, ou on a ri de toi, ou il fallait vraiment que tu fasses puis que tu accomplisses beaucoup de choses, fait que ce que tu ressentais n'avait pas d'importance. Mais tu sais quoi? Tu peux, c'est correct. Puis on va prendre le temps de t'écouter. Puis si on ne le fait pas, c'est pas grave parce que de toute façon, tu vas l'avoir dit, parce que tu vas avoir pris le temps de l'exprimer. Fait que de pouvoir s'encourager, de pouvoir travailler dans la réassurance au quotidien avec soi, la communication qu'on peut avoir avec nous-mêmes va permettre d'avoir une meilleure communication avec les autres. Puis ça devient notre base de sécurité intérieure. Oui, tout à fait. C'est super important à construire. Parce on parle beaucoup de communication interpersonnelle, mais très peu de communication intrapersonnelle. C'est vrai. C'est vraiment ça, là. Ah oui, non, c'est bien dit, c'est vrai. Exactement, tout à fait. Ben, parce que moi, quand j'étudiais en com, là, moi, j'étudiais en communication relations humaines. Donc, c'est communication, on avait des cours de communication interpersonnelle, mais jamais on nous a parlé de la communication intrapersonnelle qui est d'autant plus importante parce que c'est elle qui va déterminer après comment tu vas pouvoir t'exprimer avec les autres aussi, là. Ben oui, ça devient ta petite voix, ça devient ta référence, ton repère. Ouais. Donc, souvent, on va voir la petite voix qui est là, va ressembler beaucoup à la petite voix qu'on a pu entendre quand on était jeune. Donc, ça peut être les deux parents, ça peut être un seul, ça peut être aussi une petite voix qu'on s'est nous-mêmes créée pour être à la hauteur, pour se sentir aimé, pour se sentir pas jugé. Donc, d'avoir vraiment l'impression de pouvoir faire les choses correctes et d'avoir un beau regard, de recevoir un regard aimable de ses parents. C'est normal, un enfant veut ça. Et que cette petite voix-là, elle reste. Puis au bout du compte, ben, les gens ne s'en aperçoivent pas. Mais on la traîne. Exactement. On la traîne avec nous toute notre vie dans toutes nos interactions, finalement, là. Ben, ça devient un peu comme la façon de penser de ce qu'on est. Puis, c'est tellement important, je pense, de faire la différence entre une pensée et une communication. Et quand on réfléchit, on pense à quelque chose, puis on se dit « Ah oui, je comprends ». Puis ça reste c'est très cognitif, c'est intellectuel. Oui. C'est une pensée. Sauf que quand on arrive à mettre des mots, c'est quand je parle d'autoparentage, donc devenir son propre parent, on développe donc une communication bienveillante avec soi-même. Fait qu'on sort de la pensée. C'est sûr qu'on utilise la connaissance. Oui, mais elle est connectée à autre chose. Exactement. Elle est connectée à autre chose, puis elle permet justement de mettre des mots sur ce qui est ressenti, vécu, de légitimiser aussi ce qui peut être ressenti de désagréable, plutôt que de dire je ne devrais pas ressentir ça. Ça, j'entends beaucoup, beaucoup cette phrase-là. Ah, mais c'est pas normal que je ressente ça. Je ne comprends pas pourquoi je ressens ça. Il n'y a rien pourtant. Hein, l'anxiété, souvent, les gens vont essayer de trouver la raison, mais la raison n'est pas nécessairement aujourd'hui. Oui, effectivement, tu as raison. J'allais dire intellectuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne la comprend pas avec notre tête qu'elle n'a pas sa raison d'être. Qu'elle n'a pas sa raison d'être. C'est une raison émotionnelle. Oui. Donc, je dirais jamais, jamais, jamais une personne va ressentir de l'anxiété pour rien. Il y a toujours une raison. Et la raison, elle est émotionnelle. Ça se peut que sur le plan avec la tête, une personne puisse comprendre, ben oui, il se passe telle affaire, je suis confrontée à tel type de personne, ouais, je comprends pourquoi ça génère telle émotion en moi. Mais ça se peut que ça soit difficile de le comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Elle est émotionnelle. Donc, il ne faut pas banaliser ou rejeter le sentiment en disant c'est pas normal que je me sente comme ça. Tu vois, ça, c'est la petite voix qui juge. C'est pas normal. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Tu devrais te sentir autrement. Mais là, ça, je veux dire, c'est lourd à recevoir. Là. Tu devrais te sentir autrement, tu sais, comme si tu contrôlais tout ça aussi. Là. Ça n'a comme pas de sens. Mais c'est ça, ça donne vraiment une grosse pression. Tu sais. Oui.
c'est parce que ça se passe tellement vite, tu as remarqué, c'est quelque chose ça devient des réflexes de pensée. Fait que ces pensées-là sont souvent même pas conscientes. Ouais. Donc, ça arrive comme quelqu'un qui juge puis qui dit Hey, non, tu fais pas ça. Hey, ben là, franchement, c'est pas normal. Tu devrais Mhm. pas. Fait que, est-ce que vraiment ça aide à se sentir moins anxieux? Est-ce que ça encourage le sentiment de sécurité de se dire tu devrais tellement pas te sentir comme ça? Non, c'est certain que ça Ben, fait l'effet contraire, en fait. Ça dit encore une fois à ton cerveau ben, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas adéquate, que tu n'agis pas de la bonne façon ou que tu ne seras pas c'est capable, ça. là. Ouais. Ben oui, c'est parce que tu envoies des mauvais messages, des Mm. fausses croyances, en Mhm. fait, Mhm. qui vont faire en sorte que ben, le corps va s'adapter d'une certaine manière, mais il va s'adapter tout croche. Mm. Puis c'est là qu'on parle des mécanismes de défense. Mhm. Mhm. Donc, tu sais, oups, je vais mettre en place des stratégies. Comme tantôt, on parlait de l'évitement. Je Ouais. vais éviter tel type de personne, tel type de situation. Oups, j'ai peur des ascenseurs, je vais éviter l'ascenseur. Mais pendant que je suis en train d'éviter, je ne suis pas en train de faire face à ce ressenti désagréable, puis je ne suis pas en train d'apprendre à accepter que je vis quelque chose de désagréable, puis que je suis capable de vivre, je suis capable de l'accueillir, puis d'apprendre à le gérer, à travailler avec, Mhm. pour éventuellement développer plus de sécurité, Et être moins enlever anxieuse. et être moins anxieux, c'est ça exactement. Sinon, ben, le cerveau entend toujours Ah, ben, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas capable, prends surtout pas l'ascenseur ou va surtout pas voir telle personne parce que tu es en danger. OK, j'y vais pas. Alors, ben, l'anxiété demeure. Fait on voit ici qu'il n'y a pas de petite voix parentale, la petite voix intérieure qui va dire Hey, c'est correct, ça va bien aller. Tu peux y aller. Ça se peut que tu ne saches pas trop quoi répondre. Ça se peut que quand la personne va te parler, ou ça se peut que tu te sentes mal à l'aise, mais c'est correct, puis tu peux le dire. Puis si c'est trop pour toi, tu peux le dire aussi. Puis si tu es dans l'ascenseur, puis tu sens que tu as peur, puis que tu sais aussi que tu n'es pas en danger, puis que Mhm. tu vas pouvoir sortir de l'ascenseur. C'est correct, tu vas y arriver. Vas-y, on va juste faire un étage ou on va juste faire deux étages, puis tu vas voir, ça va bien aller. Mais s'il n'y a pas cette petite voix-là, ben c'est qu'on se laisse à soi-même. Hein. Donc, c'est Puis là, tu peux passer des années sans prendre l'ascenseur, puis éventuellement ne plus jamais être capable de prendre l'ascenseur vraiment parce que ça la te raison. crée, tu sais, vraiment, tu te scléroses en fait là-dedans, là, après. Tout à fait. Tout à fait, puis ça s'enchaîne. Puis là, ben Oui, après, ben, c'est ça la croyance de ben, il faut que j'apprenne à vivre avec. oui. Parce que c'est ça qu'on entend beaucoup. Puis moi, ta vision de l'anxiété, ça m'a comme ouvert à autre chose dans le sens où c'est pas une fatalité, là. L'anxiété on peut s'en débarrasser là, de l'anxiété, là, ou on peut la diminuer de beaucoup en augmentant son sentiment de sécurité, en faisant des exercices, en communiquant mieux, tu sais, bon, en s'auto-parentant, etc. Sauf que c'est pas une fatalité. Non, absolument pas. Puis, tu sais, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, tu sais, quand tu es anxieux, tu as généralement beaucoup de difficultés à reconnaître ce que tu ressens, ce qui se passe à l'intérieur de Ouais. toi. C'est Ça ça va qui est être un peu difficile. confus. C'est ça, Mhm. c'est Oui, difficile. oui. Ça va vite, hein? Oui, ça va très vite. Puis c'est là où tu te dis, waouh, OK, cette situation-là s'est passée. Voici comment ça s'est passé. J'aurais aimé que ça se passe autrement parce que j'étais très mal à l'aise mais j'ai pas, je suis pas arrivée au moment même de tout identifier ça là, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Puis l'anxiété, comme il y a beaucoup de scénarios là-dedans, il y a beaucoup de Mhm. tout ou rien, il y a Mhm. peu de nuances, Oui. ben, ça va tellement vite que c'est difficile de placer les idées. Mm. C'est difficile d'arriver à ramasser tout ça pour avoir une communication qui va être claire, avec des limites claires. Premièrement, ben, ça va être difficile de mettre des limites parce que généralement, la personne anxieuse va avoir peur de la réaction de l'autre, va Mhm. avoir peur de ce que l'autre va penser. Fait Mhm. que, de commencer déjà à pouvoir identifier, ben, OK, je vis quelque chose présentement qui est désagréable, c'est quoi? Pas pourquoi. Les Mhm. gens vont avoir Mhm. tendance à aller vers
pourquoi, hein? Mais c'est comme c'est comme d'arriver trop vite aux conclusions, là. C'est ça. Mais c'est parce que tu rentres dans la tête alors que ce qui est en train de se vivre, c'est émotionnel. Ouais, Tu viens parler deux langues différentes. ouais, c'est ça. Fait que si tu veux vraiment bien te comprendre, ben, tu sais, c'est un peu de voir l'image de tu as un enfant qui vit, je sais pas moi, de la tristesse. Ben, je suis en train de faire la vaisselle, ben, je vais arrêter ma vaisselle, puis je vais m'installer, je vais me mettre à sa hauteur, puis je vais voir sa tristesse. Je vais lui donner de l'importance. Je vais pas, ah oui, t'es triste, puis continuer à faire ce que je suis en train de faire. Je vais m'arrêter. Tu vois l'image que ça ne donne pas beaucoup de valeur et de dignité à l'enfant, en tout Non. cas à ce qu'il vit. C'est ça. Ouais, ouais. Ben, c'est un peu la même chose par rapport à soi. L'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, c'est cette partie-là de nous qui est plus blessée, qui a de la difficulté à faire face à des situations. On a à lui apprendre à y arriver, à Mhm. l'accompagner. Donc, ben, c'est ça. L'enfant qui est là, qui est triste, ben, le parent va se mettre à son niveau, va s'intéresser. Tu es triste? S'il lui demande pourquoi. L'enfant ne Là, pourra pas là, répondre. ben non, il ne peut pas répondre. Mais non. Il ne peut pas répondre. C'est parce que là, on vient y rajouter un poids. Ouais. Tu Une comprends? responsabilité de plus, là. C'est comme là, il faut déjà que tu vives ce que tu es en train de vivre là. Puis en plus, il faut que j'essaie de trouver pourquoi. C'est ça. Mm. Faut que je comprenne. Fait que là, oups, je vis quelque chose à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi la responsabilité d'expliquer à mon parent. Mm. Mm, mm. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Hein? C'est ça Mhm. l'enfant a besoin de ça. Fait que c'est la même affaire pour nous. Fait que quand on vit quelque chose, on doit prendre le temps de s'arrêter, déjà d'identifier qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis prendre le temps de s'arrêter pour s'écouter. Puis ça, c'est une façon de ne pas se rejeter. C'est une Mm. façon de légitimiser ce qu'on ressent. C'est pas parce que je ne le comprends pas, c'est pas parce que ça ne fait pas de sens logiquement, qu'il n'y a pas un sens émotionnel Mhm. avec l'histoire du passé, avec des événements qui ont pu avoir lieu dans les jours qui ont précédé. Donc, de prendre le temps d'écouter, de mettre des mots là-dessus, puis après ça, de pouvoir le communiquer. Des fois, ça peut être par écrit, juste ou avec conjoint, conjointe, ami. Ça aide déjà à pouvoir passer de la pensée à une Mhm. communication. Puis ensuite de ça, bien, de pouvoir identifier c'est quoi mes besoins. Je remarque beaucoup les gens qui souffrent d'anxiété ont beaucoup de difficultés à identifier de quoi ils ont besoin parce que leurs besoins sont tournés vers l'extérieur. Mhm. Leurs besoins vont être axés sur comment est-ce que je peux répondre aux besoins de l'autre, puis moi, bien, je ramasserai les miettes. Mhm. C'est pas nécessairement conscient comme ça, mais Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est la réalité, c'est ça qui se passe pour vrai, là. Mm. ben oui. Fait que, comme c'est axé vers l'extérieur, ben, Mm. ça fait en sorte que la personne n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui profondément est important pour moi. Puis donc, ben, à ce moment-là, il n'y aura pas le réflexe de dire, écoute, sais-tu quoi, j'ai besoin d'un peu de temps. Ou sais-tu quoi, je te remercie vraiment beaucoup pour tes conseils, puis j'apprécie, je vois que tu te soucies de moi, mais ce que j'ai le plus de besoin présentement, là, ce serait vraiment juste que tu m'écoutes, ou de ta compassion, ou de ton réconfort parce que je me sens de telle ou telle façon. Fait que déjà, de pouvoir mettre des mots sur nos besoins, sur nos ressentis, nos émotions, ça vient diminuer l'insécurité. Ça vient diminuer l'anxiété parce Ouais, que oui. ça redonne du pouvoir, ça redonne de la force, ça redonne de la confiance. Tout d'un coup, il y a une meilleure capacité d'entrer en lien, en relation avec l'autre personne. Il y a moins de danger. Ben, tout à fait. Puis, comme tu dis, tu reprends ton pouvoir et C'est tu ça? le laisses pas dans les mains de l'autre. Exactement. C'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Quand tu dis, j'aime ça, quand tu dis, tu ne le laisses pas dans les mains de l'autre. Mhm. C'est comme de s'auto, ben de s'auto-sécuriser, en fait, ça fait que tu Oui, reprends ton plein pouvoir, puis ça fait que l'autre n'aura pas la chance de le prendre, ce pouvoir-là, sur toi, parce que c'est toi qui l'as pris. oui, exactement. Mais tu sais, souvent, on entend comme, je sais pas, oui, mais
Elle a fait pour que je me sente coupable. Ouais, c'est ça. Elle m'a fait sentir coupable. Elle me fait sentir coupable. Ouais. Puis tu sais, quand on y pense, comment est-ce qu'une personne peut avoir autant de pouvoir? Mhm. Mais non. Tu sais, c'est- donc, si tu te sens coupable parce qu'une personne te dit quelque chose, c'est Mhm. parce qu'à l'intérieur de toi, Mhm. il y a une mauvaise gestion ou il y a quelque chose qui fait écho. Mhm. Qui, il y a une réalité qui est peut-être activée en toi qui te dit hey, j'ai peut-être pas bien agi ou peut-être qu'effectivement, dans telle situation, ça aurait été bien que je prenne le temps de faire telle chose. Ou l'autre personne n'a pas le pouvoir de culpabiliser quelqu'un. Elle peut Mhm. agir ou dire des choses d'une manière culpabilisante. Ça, oui. Mhm. Mais la personne qui Mhm. le reçoit, si elle se sent coupable, c'est pas la responsabilité de l'autre. Et voilà. Donc, c'est de regarder ben, comment ça se fait que ça vient générer de la culpabilité. Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens comme ça par rapport à la personne? D'avoir une conscience plus large de, Mhm. de, de ce qui peut se passer à l'intérieur de soi, de mieux comprendre, oui, mais de pouvoir mettre des mots, ben, ça simplifie beaucoup les choses. Puis, comme tu dis, ça redonne du pouvoir, ça, on enlève à l'autre, puis ça fait que chacun est à sa place. Chacun est à sa place, chacun a le pouvoir qu'elle doit avoir dans la situation, puis c'est ça, tout le monde a sa place, comme tu dis. Oui, c'est ça. Chacun peut euh, se sentir libre de pouvoir Ouais. dire ce qu'il a à dire, même si ben, je me sens stressée parce que je sais que la personne peut mal le prendre. Ben, c'est correct, la personne peut mal le prendre. Mhm. Et de pouvoir Ouais. redonner à l'autre ça, tu sais, Mhm. Ça y appartient. ça y appartient. C'est correct. Tu sais, laissons le libre arbitre aux gens. Tu Je sais. peux pas, c'est ça, dans le fond, c'est que je peux pas prendre sous ma responsabilité la façon dont elle va accueillir ce que j'ai à lui dire, puis comment elle va réagir face à ça. Tu sais, c'est lourd comme responsabilité, justement, C'est comme très on disait lourd. tantôt. Mais oui, puis beaucoup de monde prennent cette responsabilité, Mhm. mais tu sais, j'entends Mhm. souvent, oui, mais c'est quand même de ma faute. Si la personne est triste, c'est parce que j'ai dit ça. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu sais, au final, c'est sûr que quand on partage quelque chose qui nous a fait de la peine, qui nous dérange, qui nous agace, on ne peut pas s'attendre à ce que de l'autre côté, la personne soit sans émotion, que ça lui Mhm. fasse rien vivre. Donc, il peut y avoir des réactions adaptées à la situation, puis il peut y avoir Mhm. des réactions mésadaptées. Ça se peut. Mais c'est ça, être en relation. C'est accepter de pouvoir nommer, communiquer ce qui fait partie de soi, de ses besoins, parce que sinon l'autre ne peut pas le deviner. Mhm. Ses sentiments, ses ressentis par rapport peut-être à une discussion qu'il y a eu, quelque chose qui s'est passé, puis d'accepter que de l'autre côté, la personne a son libre arbitre par rapport à sa réaction. Et que ça se peut que sa réaction, elle soit tout croche. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce que en tant qu'adulte, on a tous le pouvoir de dire, par exemple, oh, est-ce que je t'ai blessé dans ce que j'ai dit? Ou encore, euh, est-ce que c'est correct? Parce que je vois, tu sais, que j'ai l'impression que tu es, comme irrité peut-être par rapport à ce que je t'ai partagé. Est-ce que je me trompe? Ah, on rentre dans de la communication bienveillante où on laisse l'espace à l'autre. Il n'y a pas de danger. Ouais, puis c'est ça. Oui. Tu vois, si C'est la personne vraiment réagit ça. mal, Mais c'est vraiment ça la croyance qu'on a souvent, c'est que c'est un danger. Puis justement, c'est que là, pour éviter ce danger-là, ou ne pas le vivre, bien souvent, c'est ça. On va soit pas dire ce qu'on pense vraiment ou pas vraiment nommer nos besoins ou juste rien dire. exact, c'est ça. Puis, puis le rien dire, ben, ça revient à comme figer devant un danger. Ben exact, c'est ça. Mhm. Puis pendant ce temps-là, ben, l'anxiété ne peut pas, je vais dire autrement, la sécurité ne peut pas être activée. Voilà. Fait que plus on prend conscience, c'est ça le travail de sécurité et d'autoparentage va être
de pouvoir davantage comprendre, sentir, être en contact avec soi dans toutes sortes de situations de la vie pour être moins à côté de soi, pour être moins dans des fausses croyances par rapport à soi. Oui, mais je suis faite de même. Euh, euh, oui, mais je devrais faire ça. Oui, mais ça, c'est pas normal, comme on disait tantôt. Pour arriver à être plus proche d'une réalité, quelque chose qui nous appartient, qui n'est pas, pas lié à la croyance de papa, qui n'est pas lié à la croyance de maman ou du frère, de la sœur, de la famille, d'un modèle quelconque qui a été imposé souvent. Donc, de pouvoir se réapproprier, ou en tout cas s'approprier sa place, ben, c'est déjà de développer je suis qui, moi, puis moi, j'en pense quoi de cette réaction-là ou de cette façon-là de faire ou de dire. Puis je le compare souvent à un sac à dos. Un peu comme, tu sais, tu portes un sac à dos qui est super lourd, mais tu vas marcher courbé. Tu vas pas marcher aussi vite. Ça va être lourd, mais tu vas peut-être t'adapter parce que ça fait vraiment longtemps que tu portes ce sac à dos-là. À un moment donné, ben, de regarder puis de voir, OK, j'ai ça dans mon sac à dos, mais Colin, ça ne m'appartient pas. Ça, c'était la réaction de telle personne. Ça, c'était le choix de telle autre. Ou encore, ça, c'était les attentes de telle autre personne. Ou ça, c'était comme, hey, c'est une réaction que j'ai, mais je ne la veux pas, ça ne va pas avec mes valeurs. Fait que déjà, de pouvoir faire ça, ça permet de dire, ben ça, je le mets dans la case, c'est pas à moi. Puis ça, je suis surpris. Ben, je ne savais pas que j'avais ça, mais je vais le mettre dans la case, je ne sais pas, on verra tantôt. Puis après ça, ben, il y a d'autres affaires. Oui, ça c'est moi. Ça, je suis fière de porter ça. Ça fait partie de ma personnalité. C'est quelque chose qui m'optimise. Et parce que tu es fière de le porter, ça ne devient pas lourd dans ton sac à dos de le porter. Exactement. Fait que le travail, tu vois, c'est ça, c'est de vider ton sac à dos, de regarder ce qu'il y a dedans, puis après ça, de faire des choix. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le sac à dos, il est souvent chargé de toutes sortes d'affaires, de toutes sortes de bébelles qui ne nous appartiennent pas. Oui, comme une grosse sacoche là, avec plein de cochonneries dedans. Avec plein de cochonneries dedans, des vieux Kleenex, des rouges à lèvres. Passé date, bon, c'est ça, des vieux bonbons, c'est ça, exactement. C'est lourd, c'est pas très utile, puis ça pue, tu sais. C'est pas esthétique, c'est ça. Non, vraiment. Là, tu fouilles, tu rouvres ça, puis t'es comme tout mêlé. Tu cherches tes clés, tu les trouves pas. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est une belle image. C'est une belle image. Ouais. Donc, si on voulait donner un ou deux trucs là, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter notre sentiment de sécurité plutôt que de vouloir contrôler notre anxiété au quotidien? Donc, ça serait quoi que tu pourrais donner comme idée, là, comme truc pour quelqu'un qui voudrait commencer par elle-même? Déjà, je dirais tout d'abord, c'est d'arrêter de croire que l'anxiété, c'est une fatalité. Il faut déjà développer une belle croyance qui dit, j'ai un état anxieux, il y a des raisons pour lesquelles je me sens anxieuse dans telle ou telle situation, ou peut-être de façon générale. Cette anxiété-là, c'est de l'insécurité que j'ai. C'est de l'insécurité avec mes propres ressentis, donc dans ma propre maison, à l'intérieur de moi. Ça veut dire avec tout mon système émotionnel. Donc, déjà, de prendre conscience de ça, on vient rassurer, on vient remettre les choses à leur place et quand il y a donc peut-être un sentiment d'anxiété, de se rappeler, là, c'est parce que je me sens insécure par rapport à des choses que je vis. J'ai peur, j'ai de l'inquiétude face à des possibilités de ressentir telle ou telle émotion désagréable. Pas négative, désagréable. OK? Fait que ça, je dirais, c'est la première chose. La deuxième, c'est probablement d'arriver à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi au quotidien. Pas nécessairement juste dans des moments d'anxiété. Donc, ça peut être, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de me promener, je suis en train de parler à quelqu'un. Bien, juste de pouvoir observer dans quel état est mon corps. Donc, les sensations. Qu'est-ce que je vis présentement pendant que j'écoute la personne?
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Oups, est-ce que ma tête roule? Est-ce que j'ai plein de pensées? OK, ben oui, je réalise que j'ai plein de pensées. Je reviens à mon corps. Parce qu'au final, c'est les sensations, les émotions, tout ce qui est là, vécu à l'intérieur, qui sont perçus comme des dangers. Alors, on veut les apprivoiser. Fait que, deuxième truc, ben, apprendre au quotidien à être plus en contact avec son corps, ses ressentis, puis essayer de ne pas trop chercher à éviter des situations qui vont mener peut-être à des ressentis désagréables, ben, de s'encourager, puis de se dire, c'est correct si je ressens ça, puis je vais regarder un petit peu, je vais m'observer, puis je vais voir comment ça se passe dans mon corps pendant ce temps-là. Je ne suis pas en danger, c'est correct. Fait que, déjà ça, hein, on vient envelopper, on vient réconforter, puis ça enlève aussi la pression de devoir être d'une certaine façon. Exactement, c'est ça que j'étais pour dire. Déjà, juste en te l'entendant dire, pour moi, ça vient faire comme OK, c'est correct de vivre ça, puis c'est normal, puis c'est normal dans les circonstances. Et ça vient comme, après ça, une fois qu'on l'a reconnu puis qu'on l'a normalisé, ben après, on peut aller plus loin avec ça, là. Absolument. Puis de légitimiser son sentiment. Oui, c'est ça. Parce qu'au bout du compte, si on le rejette, si on dit « Ah, c'est pas normal, je ne devrais pas vivre ça », ou encore j'ai un exposé à faire, je dois faire une conférence, je ne devrais pas être nerveuse, ou je suis trop nerveuse, ou « Ah, je n'ai pas dit les bonnes choses », ben à ce moment-là, c'est du jugement. Ouais. À ce moment-là, ça devient lourd à porter. Fait que c'est peut-être juste d'accueillir le fait que hey, je me sens comme ça, puis même je peux le dire, je me sens pas mal, c'est difficile pour moi, c'est ma première fois, ou je vais prendre, donnez-moi juste une petite minute, là, j'ai comme perdu mes idées, OK, puis là, ben, on reprend. Fait que d'essayer de sortir un petit peu de qu'est-ce que l'autre va penser, puis de se ramener à qu'est-ce que moi, je pense de ce que je suis en train d'offrir. La petite voix qu'on disait tantôt, là, d'essayer de la rendre plus bienveillante plutôt que critique, celle qui juge, qui condamne, puis qui cherche surtout à ce que tout soit tellement parfait. Oui, ça, on pourrait en refaire un autre épisode complet là-dessus, sur l'anxiété de performance. Oui, mais vraiment. Écoute, ça me donnera l'occasion de te recevoir une autre fois sur le podcast, Geneviève, parce que c'était super intéressant, cette conversation-là. Puis je pense que ça va vraiment résonner avec beaucoup de personnes qui nous écoutent. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais que tu es un petit peu active sur Instagram, Facebook aussi, je crois. Oui. Instagram pour se dire, donc POURSEDIRE. Donc, on peut me trouver là. Il y a des gens qui disent pour se le dire, c'est pour se dire. Ah, pour se dire. Ouais, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans les show notes, là, donc... Parfait. Sur Facebook aussi, j'ai ma page sur Facebook pour se dire les choses autrement. Donc, c'est vraiment axé sur la communication, sur comment, dans nos échanges relationnels, on peut améliorer, optimiser notre potentiel. Donc, voilà. Oui, mais ça a été super. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Cool. Ben, écoute, merci à toi d'être venu, puis merci pour ton temps. Puis, on va sûrement se reparler là, éventuellement dans un autre épisode pour d'autres sujets, parce que je sens qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut aller. Absolument d'accord. Hey, merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci encore. Puis, pour les gens qui nous écoutent, ben, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!